Alors votre texte interroge le statut de la voix, déjà la voix qu'on entend, d'où d'ailleurs l'absence souvent de dialogue, ce discours souvent très indirect. Et finalement, on est à la fois dans cette voix, la voix qu'on entend, mais aussi la voix qu'on cherche, le chemin qu'on cherche. Est-ce que finalement, quand vous écrivez, vous entendez les voix de vos personnages et vous essayez de les rendre les plus palpables possibles? Non, je les entends pas. Je n'entends pas de voix. Mais moi, je suis plus inspiré par des images, plus que par des sons ou des voix. Je n'imagine aucun dialogue. Je ne suis pas très amateur de dialogue, moi, dans les livres. D'ailleurs, maintenant, dans tous les livres que j'achète, dès qu'il y a du dialogue, j'évite de l'acheter. C'est presque un peu caractériel. C'est un peu, je sais pas comment dire, c'est comme une opposition adolescente. Et il y a d'autres critères comme ça aussi qui m'insupportent dans pas mal de livres. Donc, dialogue et voix, c'est pas trop mon truc. En revanche, ce que j'aime bien, c'est en effet rendre palpable, donc matérialiser, et moi je dirais même réaliser les images que j'ai. Donc du coup, je passe pas mal de temps à décrire le physique des personnages, leur habillement, leur voix, leur regard, enfin tous ces éléments physiques qui permettent en effet de réaliser une image. Voilà. Je ne sais pas si c'est ouais, ça. C'est étonnant ce que vous dites parce que justement vos textes jouent sur tous les sens et on recevait il y a quelques semaines David Le Breton dans Éloge de la marche qui disait la chose suivante: un marcheur est un homme ou une femme qui se sent passionnément vivant et n'oublie jamais que la condition humaine est d'abord une condition corporelle et que la jouissance du monde est celle de la chair et d'une possibilité de se mouvoir, de s'extraire de ses racines. Et vous avez des textes qui jouent sur absolument tous les sens, avec vos personnages qui sont poreux à absolument tout ce qui se passe autour d'eux. Et comme souvent ça se passe dans la nature, on est vraiment dans des textes qui justement jouent sur tous ces sens-là. Oui, bon, moi j'ai une citation que j'aime bien dire, enfin, même si moi je l'ai peu lu, Emerson, mais enfin, même pas lu du tout, en tout cas, j'ai lu cette citation, cette phrase d'Emerson où il disait, donc qui était un philosophe américain, grand inspirateur de Thoreau, qui disait « Je ne voudrais pas d'un monde qui ne soit pas physique ». Voilà, donc c'est vrai que plus je vieillis, moi je suis intéressé par ces histoires d'âme, d'esprit. Enfin, en tout cas, moi je pense que l'âme ou l'esprit ne peut exister qu'à travers un corps. Et qu'en parlant du corps, on parle de l'esprit. Donc c'est le corps qui m'intéresse, pas du tout la psychologie, par exemple, pour rebondir un petit peu. Voilà, toute la psychologie des personnages, ça, je la développe pas du tout. Il y a dans vos livres toute une cartographie, toute une géographie qui se dessine. On a toujours une tension entre le clair, l'obscur, le net, le flou, et vous jouez à la fois entre une géographie extérieure qu'on peut finalement soi-même reconnaître, des paysages qu'on peut avoir vus, et une géographie qui est aussi assez mentale. Est-ce que vous vous plaisez justement à dessiner, à cartographier un espace que tout le monde peut reconnaître, mais qui en même temps reste assez flou, assez indistinct, pour qu'on n'ait finalement pas trop de repères géographiques pour se dire « Ah, cette montagne correspond à une montagne qui existe vraiment ». Est-ce que vous avez vraiment le dessein finalement de dessiner une géographie très littéraire ? Alors, oui, c'est-à-dire que moi, le truc, c'est donc de rendre réel mon imaginaire. Mais en même temps, enfin, je veux dire, tout ce que j'écris, c'est pris entre ces deux choses. C'est pas réaliste. Ce ne sont pas des livres réalistes.
Ce ne sont pas des documentaires, ce sont vraiment des récits dont à l'origine c'était des images, donc c'était mon imaginaire. Maintenant j'aime bien aussi j'aimerais bien que ceux qui me lisent puissent se mettre à rêver, en fait. Enfin, faire une rêverie physique, mais une rêverie quand même. Donc je pense que l'absence de détails réalistes ou qui permettrait de repérer les choses beaucoup trop précisément et réalistement. Voilà, j'évite. Bon, voilà, outre le fait que je ne suis pas très précis, enfin, c'est peut-être un peu contradictoire ce que je vais dire, je ne suis pas très précis, moi, dans mon esprit. Je suis plutôt porté à la rêverie, comme je disais, parfois à la dispersion, à la confusion. Donc j'aime bien les choses floues, en tout cas en termes d'idées. Par contre, après, par rapport au... Après, j'ai un goût, je me suis découvert aussi un goût pour le détail. Bon, voilà, je sais pas, c'est peut-être un peu contradictoire ce que je suis en train de dire. Moi, j'aime bien que les choses restent floues, donc ça permet d'abord... Et puis moi, j'aime ça en tant que lecteur. J'aime bien pouvoir me mettre à rêver par rapport à la lecture que je fais. Hein. Mais j'ai besoin d'éléments réels pour nourrir ma rêverie, pour la réaliser. Si c'était juste de la rêverie un peu évanescente, en tant que lecteur, déjà, je ne supporte pas. Ça devient vite niaiseux. Moi, je suis prêt à tout rêver, mais il faut que ça ait l'air réel. Pas réaliste, mais réel. Bon, c'est mon grand truc, j'emploie pas les bons mots, parce que des fois je dis que c'est réélien ce que je dis, mais c'est un peu tendancieux, parce qu'on pourrait penser à raélien. J'ai rien à voir avec ce secte. Et justement, ce flou, cette indécision, on la retrouve dans le nom que vous donnez à vos personnages, puisque dans le premier, La liberté dans la montagne, on a un vieil homme et une fille, et plus on avance dans vos textes, plus on a des noms qui sont poétisés. Cette fille, dans l'avant-dernier, Au pays de la fée électrique, c'est ça, c'est une fille électrique. Et dans le dernier, on a des sortes presque de périphrases, l'enfant pluie, celle qui sait les herbes. Est-ce que c'est perçu de manière consciente, le fait de poétiser, de jamais donner des noms, je veux dire, ou des prénoms même à vos personnages, pour que finalement chacun puisse se les approprier? Bon, non, c'est pas. Enfin, ce mouvement-là que tu décris, je ne l'ai pas conscientisé, je suis en train de me le faire, de m'en faire prendre conscience. En revanche, dès le départ, moi j'ai bien senti que j'avais aucun goût pour l'état civil. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Donc ce sont des figures presque mythiques, enfin mythologiques, enfin, qui peuvent porter comme ça presque une rêverie mythique. Ça c'est évident. Après, là, ce que tu dis, en effet, c'est vrai, j'avais pas été hyper attentif à ça, qu'en effet, dans ces appellations, ça devient de plus en plus poétique. Bon, après, pour le dernier, Enfant pluie, c'est vrai que j'ai pas fait preuve de beaucoup d'originalité, c'est-à-dire que j'ai repris ces appellations qu'utilisent les peuples, j'allais dire primitifs, enfin, je ne le dis pas dans un sens péjoratif. Et puis tout particulièrement les Indiens d'Amérique du Nord. Bon, alors voilà, c'est vrai que peut-être que là la vision de mes westerns a dû me marquer, mais je pense que, enfin c'est assez vrai. Hein, c'est pas je pense que dans certaines cultures, on dénomme quelqu'un par rapport à une caractéristique physique ou quelque chose qui lui est arrivé. Ce qu'il représente, enfin c'est pas le même mode d'appellation que chez nous. Alors, on va écouter maintenant la voix de Ernest Hemingway, un écrivain qui vous est cher, son discours, un extrait de son discours lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature, et je vous proposerai une courte traduction juste après.
Organizations for writers palliate the writer's loneliness, but I doubt if they improve his writing. He grows in public stature as he sheds his loneliness, and often his work deteriorates. For he does his work alone, and if he is a good enough writer, he must face eternity, or the lack of it, each day. For a true writer, each book should be a new beginning, where he tries again for something that is beyond attainment. He should always try for something that has never been done, or that others have tried and failed. Then, sometimes, with good luck, he will succeed.